Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'une toute nouvelle thématique. On n'aborde pas un manga ou un animé comme j'ai pu le faire par le passé, mais bien de la télé-réalité japonaise par excellence qui est disponible sur Netflix. Je parle évidemment de Terrace House. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de réfléchir sur mes ressentis à son égard après avoir visionné la totalité de la saison Terrace House Aloha State, et donc de pouvoir discuter avec vous et vous offrir mes différents points de vue sur ce sujet. N'hésitez pas d'ores et déjà à liker cette vidéo si vous appréciez mon contenu ou à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de rejoindre notre communauté. N'hésitez pas non plus à réagir en commentaire tout au long de cette vidéo sur vos prises de position par rapport à ce que je vais vous communiquer. Petit disclaimer avant tout, attention, dans cette vidéo je vais vraiment, pour simplifier les choses, faire beaucoup de généralités et surtout je ne parlerai que de mon expérience avec cette saison, la seule que j'ai pu intégralement regarder. Et pour vous raconter un petit peu pourquoi j'ai choisi cette thématique de vidéo, je vous apprendrai tout d'abord que j'aime énormément, je consomme quotidiennement la télé-réalité française, alors que ce soit La Villa des Cœurs Brisés, Les 50 actuellement, La Bataille des Couples, tous ces programmes je les apprécie beaucoup, ils font partie de mon quotidien. Vous le savez peut-être si vous avez regardé mes vidéos antérieures, mais cela fait aussi quelques mois que j'ai commencé à apprendre la langue japonaise. Donc de fait, dès que j'ai entendu parler d'une télé-réalité japonaise, je me suis dit qu'en bien des points, ça pourrait m'intéresser et me plaire. J'étais donc très curieuse de découvrir cette émission qui est divisée en fait en 4 parties et à chaque fois une dizaine d'épisodes de disponibles. Donc quand même une saison très conséquente en termes de contenu à visualiser. Et pourtant, sachez que par nature, je me lance très rarement dans de nouveaux films, de nouvelles séries. J'ai plutôt tendance à regarder ce que je connais déjà simplement parce que c'est des valeurs sûres. Et pourtant, dans ce contexte, pour cette émission, je n'ai pas hésité à me lancer et je vais tout de suite vous livrer mon ressenti dessus. Ainsi, si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Bien, alors on va commencer par le commencement et je vais un petit peu vous expliciter le concept de l'émission. Il s'agit en fait de laisser 6 participants, à savoir systématiquement 3 hommes et 3 femmes, dans une villa avec des voitures à disposition également. Ils doivent tous cohabiter ensemble, c'est ça un petit peu le concept, c'est ce qui fait que c'est une télé-réalité. On leur demande de venir en étant eux-mêmes et de vivre une expérience unique. Alors la saison que j'ai visionnée, elle se passe entre 2016 et 2017. Tout se passe à Hawaï, mais l'émission est évidemment japonaise, les participants sont japonais. Souvent ce sont des métis dans cette saison, mais ils ont plus ou moins toujours un rapport avec le Japon. Donc on regarde et on écoute du japonais, ne vous inquiétez pas. Alors vous me direz jusqu'ici, ce que je vous présente de Terrace House, c'est assez proche en fait de la télé-réalité française. Et pour autant, en bien des points, eh bien, Terrace House s'inscrit dans une dynamique aux antipodes de ce qu'on peut regarder en France et auquel j'étais particulièrement habituée. Et c'est en ça très intéressant. Alors premièrement, la différence elle est lisible dans le fondement de l'émission et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'on tourne beaucoup les téléréalités sous forme de jeux. Il y a souvent le principe d'enfermement, les enjeux d'élimination aussi, de candidats par d'autres candidats. Ils ont aussi des heures de coucher, de réveil, ça reste très réglementé, c'est un véritable métier la téléréalité en France. Il y a aussi toutes les interviews, vous savez qu'on voit face cam pour retranscrire ce qu'il s'est passé, leurs ressentis dans la journée, dans les semaines. Ça se tourne souvent le soir d'après ce que je sais et donc ça a tendance à les mettre en épuisement, à rude épreuve. Ils sont coupés du monde, sans téléphone, sans télé, sans tout média en fait, autre que les personnes avec qui ils cohabitent. C'est tout le principe de l'enfermement. Et tout ça, ça a tendance à mettre les candidats français à rude épreuve, émotionnellement, à créer même du scandale entre eux. Et ça se passe comme ça parce qu'on sait que c'est ce qui va éveiller la curiosité souvent du public. Bien au contraire, Terrace House s'inscrit en total inverse vis-à-vis de ça, puisqu'elle propose à ses participants en fait de vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est-à-dire qu'ils ont le droit en fait tout au long de la journée d'aller travailler, d'aller faire des activités, de voir leur famille, leurs amis. Ils sont pas du tout dans cette situation d'enfermement. Le concept c'est uniquement une colocation, ils ont simplement obligation de revenir en fait le soir dans la villa, de dormir dans les chambres avec les filles ou avec les garçons, d'utiliser voilà tout ce qui leur est mis à disposition. Un autre élément qui diverge de la télé-réalité en France, c'est que dans ces émissions de Terrace House, les candidats ont le droit, mais profitent souvent de ce droit, de partir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tout au long de l'émission, je vous l'ai dit, elle est très longue, mine de rien, il va y avoir un roulement. Les candidats vont souvent quitter la villa pour vivre d'autres expériences. Et chaque fois que quelqu'un part, on en parlera un petit peu plus après, quelqu'un arrive.
Donc il y a vraiment cette idée du libre arbitre et de la liberté, même de façon plus générale, qui est nettement plus présent dans Terrace House. Alors pour être totalement franche avec vous, je commencerai par vous dire qu'étant une adepte de la télé-réalité française dans son format imposant, explosif, explicite, rapide, eh bien les premiers épisodes de Terrace House m'ont paru un petit peu ennuyants et sous un certain angle m'ont même un petit peu embarrassée, ils m'ont mis un petit peu mal à l'aise. Là je pense particulièrement au moment où les candidats se rencontrent, on les voit en tant que personnes normales finalement, ils sont assez gênés, ils sont timides, ils sont sur la réserve les uns vis-à-vis des autres. Et si je dois mettre ça en opposition avec l'émission des Marseillais par exemple, si vous avez déjà vu les entrées dans la villa, on sent que tout le monde utilise la carte de l'extraversion plus. À peine arrivé dans une villa, tout le monde est très à l'aise, en tout cas tout le monde paraît très à l'aise. Les garçons par exemple s'appellent déjà frères. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout dans Terrace House. Donc il y a un côté un petit peu choc des cultures qui se fait dès le départ. Et pour autant, j'ai rapidement compris l'amalgame que je vivais, que je ressentais. J'avais tendance, et ce par mes croyances occidentales je pense, à confondre l'appréciation des autres au travers de contacts physiques, de compliments, de proximité en fait des corps avec finalement le véritable ressenti, ce qui se passe sincèrement. Et en réalité ainsi Terrace House m'a permis de comprendre que la proximité avec les gens, eh bien ça ne passe pas nécessairement par les gestes. Et c'est vrai que étant en plus de ça une personne assez chaleureuse, même très chaleureuse, j'ai beaucoup de mal avec la froideur. Je fais très rapidement des inférences en me disant qu'est-ce que cette personne a contre moi. Alors voilà, je pense immédiatement qu'il y a un souci et je commence à réfléchir à quel est le souci. Et ça c'est dû évidemment à mon mode de vie, à mon expérience culturelle, etc. Et donc vraiment l'émission m'a permis de rafraîchir mes réflexions, rafraîchir mes pensées en voyant du coup un tout autre point de vue. Et finalement j'ai fini par me rendre compte que les rapports humains dans Terrace House ne sont pas du tout mécanisés, n'ont pas d'arrière-pensée en fait. On les sent vraiment naturels, authentiques. Finalement avec mon regard actuel, après avoir regardé Terrace House, je dirais que c'était presque plus de l'ordre d'une émission psychologique et sociale, donc intéressante dans le sens de l'analyse, que de l'ordre finalement de la télé-réalité ou d'un divertissement. Vraiment voilà, si vous voulez regarder Terrace House, sachez qu'on n'est pas du tout dans le too much, et si parfois j'ai pu m'ennuyer, c'est justement parce que eh bien, ces personnes vivent une vie normale. Parfois c'est vrai, ça peut être redondant, mais parfois aussi il y a des rebondissements, il y a des surprises de la vie. J'ai pas retrouvé cette dimension fausse, artificielle que beaucoup reprochent à la télé-réalité française. Et ça, je l'explique de la manière suivante. Comme je vous l'ai dit juste au début, c'est vrai que initialement, je regardais Terrace House pour entendre parler japonais, quand j'avais envie voilà, de décrocher de mes cours de grammaire, de vocabulaire, toutes ces choses-là qui me bourraient un peu le cerveau et que je voulais continuer à travailler mon japonais, mais de façon plus passive. Alors pour tout vous dire, j'ai toujours trouvé une importante lacune dans les différentes cultures vis-à-vis de la capacité à savoir, à pouvoir communiquer sainement, ce qu'on appelle en psychologie à avoir une communication assertive, c'est-à-dire une communication qui va porter ses fruits, qui va faire évoluer les choses et la plus saine, la plus constructive possible. Et là je pense que je n'ai pas besoin de vous indiquer qu'en télé-réalité française, la communication assertive, on en retrouve très peu, voilà, quasiment jamais. On y voit beaucoup de clash, c'est un petit peu sur ce fond de commerce que la télé-réalité fonctionne depuis des années. Et quand je parle de clash, je veux dire des disputes exacerbées avec de grands gestes, des cris, parfois des larmes. Évidemment, vous me direz, ce n'est pas du tout représentatif de la façon de se disputer en France de manière générale. Cependant, pour moi, la télé-réalité de façon générale, mais ici particulièrement, eh bien c'est prendre une réalité et l'exacerber pour faire un programme. Donc je trouve qu'il y a quand même un sacré fond de vérité. Pour moi, j'ai toujours ressenti qu'en France, au sein des discordes, des disputes, eh bien la notion d'ego, de qui aura raison, qui aura le dernier mot, qui ne sera pas la victime de l'autre, tout ça malheureusement pour moi c'est des choses qui sont omniprésentes, qu'on retrouve presque systématiquement. C'est des choses qu'on comprend dès l'enfance en fait, en tout cas que moi j'ai toujours ressenti. L'importance de ne pas devoir perdre la face, de ne pas apparaître comme fragile, tout ça c'est très présent pour moi et malheureusement c'est très pesant sur la communication assertive. Ces idées superficielles, elles viennent complètement prendre le dessus sur le fond du problème et donc nous empêchent de le faire évoluer. Alors attention, tout ce que je vous dis là, je vous en avais parlé dans le disclaimer au début de la vidéo, ce n'est que mon avis. C'est vraiment la perception que j'ai de la France sous cet angle-là, donc du conflit. Je trouve qu'on a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre, réapprendre différemment et mieux.
notamment dans l'éducation des enfants. Et attention, pour autant, je ne considère pas que la résolution de problèmes au Japon se déroule mieux. En tout cas, des expériences que j'en ai, de ce que j'entends comme discours, de ce que je nourris dans ce que je lis, voilà ce que je regarde. Si je dois caricaturer la communication japonaise telle que je la pense, eh bien c'est le silence, l'acquiescement, la réserve, et tout ça, ça va complètement à l'encontre de la communication saine, assertive et constructive une fois de plus, puisque sous ce masque social, eh bien on ne peut pas confronter et régler les problèmes. Donc pour moi, vous le voyez, la France et le Japon, on est deux pôles trop extrêmes pour qu'aucun ne puisse être juste. Et j'en viens donc à Terrace House, rassurez-vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai assisté en regardant les épisodes de Terrace House à quelques conflits, on en voit quand même de temps en temps, et c'est très intéressant et j'ai particulièrement été stupéfaite par la justesse avec laquelle les participants savaient communiquer entre eux. Notamment sur le début de Terrace House avec les premiers participants, j'ai vu une communication assertive comme je n'en avais jamais vu ailleurs. Chacun exposait son point de vue, écoutant successivement l'autre. On n'est pas du tout dans j'essaie de passer ma parole sur la tienne, de hausser ma voix pour que tu m'entendes plus fort et que finalement je me fiche complètement de ce que toi tu as ressenti, tu as pensé, je veux juste te jeter ce que moi je ressens. Ici, pas du tout, les participants étaient très respectueux, je pense que ça fait complètement partie de la culture japonaise. Également, le ton de leur voix ne monte pas, ou en tout cas peu, ce qui exprime bien qu'ils n'ont pas le besoin de monter sur l'autre, comme je viens de vous le dire, pour tenter de le dominer, de le faire passer pour la victime, le perdant, le faire passer pour celui qui est en tort. Et sur la totalité de l'émission, je vous dirais que la communication, elle était de mise entre même les différents groupes de personnes qui vont tourner dans Terrace House. Et ça m'a vraiment surprise venant de personnes dont la culture était japonaise, d'aller systématiquement à la confrontation, même si, voilà, je vais plutôt dire à la discussion, parce que c'est beaucoup plus approprié, dès lors qu'émergeait un problème au sein du groupe. Et puis un jour, l'explication m'est apparue comme par magie. J'ai réalisé que ces personnes qui font partie de l'émission sont certes des Japonais, mais pas des Japonais qui ont toujours vécu au Japon, qui sont immergés dans leur culture, qui ont les yeux clos sur le reste du monde. Non, dans cette saison-là, justement, il y a eu beaucoup d'américanisation. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est des personnes en fait qui la plupart du temps parlaient anglais couramment, des personnes qui ont beaucoup voyagé, beaucoup de métis aussi comme je vous l'ai dit, avec des participants qui ont vécu aux États-Unis, ou alors il y avait une participante qui avait des origines irlandaises et allemandes il me semble. Donc c'est vraiment une saison déjà qui ne se déroule pas au Japon, elle se déroule à Hawaï. Beaucoup de participants vivaient à Hawaï en réalité, donc je pense que cette communication assertive en fait, elle est expliquée par ce juste milieu un petit peu parfait de personnes avec une éducation japonaise, c'est-à-dire très carrée, très respectueuse et peut-être très juste aussi, mais avec une ouverture sur le monde qui leur permet de s'exprimer dans leur individualité, leur singularité, de se détacher du lot, des personnes aussi qui sont peut-être davantage confiantes vis-à-vis de ce qu'elles ont réussi à faire dans leur vie, quitter un pays, apprendre une autre langue, c'est des choses qui nous forgent, qui nous donnent confiance en nous, qui nous donnent de l'assurance. Et je pense aussi que le fait de voyager, de sortir de sa zone de confort, ça les a poussés des fois à se confronter à des discussions pas forcément simples. Et ça me fait vraiment penser qu'à l'avenir, vraiment dans un futur lointain, eh bien l'humanité pourrait être, en termes de communication, beaucoup plus douée que nous actuellement. Simplement parce qu'on sait que l'être humain futur eh bien, sera issu de plus en plus de cultures, de différentes nationalités qui vont se mêler, hein, voilà, avec l'ouverture sur le monde, toutes les personnes qui vont vivre à l'étranger de leur lieu d'origine. Donc je pense et je souhaite de tout mon cœur que cette richesse et cette polyvalence, eh bien, elle se développe de plus en plus pour faire de nous des êtres qui se nourrissent des qualités de chacune des cultures et donc des êtres humains encore plus complets. En tout cas, cette émission m'a vraiment permis de faire tout ce cheminement dans ma tête et j'ai trouvé ça super intéressant, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous le partager. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Je suis totalement ouverte à entendre ce que vous avez à me dire. Un autre point inévitable à aborder à présent, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la notion de respect. Alors là, je pense que c'est le point qui fait le plus divergence entre la télé-réalité en France et la télé-réalité japonaise, et pour cause. Le pays japonais est totalement réputé pour cette valeur. Ça se ressent dans Terrace House, on ressent vraiment un respect des autres,
un respect de leur personnalité, de leur silence, de leurs difficultés aussi. Au-delà de la personne en face, il y a beaucoup le respect des lieux par exemple ou de la nourriture. Au moment de partir, on voit tout le monde nettoyer la maison de fond en comble. Alors après je ne sais pas si c'est de la mise en scène ou si c'est vraiment stricto sensu ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé que ça représentait tout à fait en fait, une fois de plus, ce côté méticuleux, carré, respectueux des Japonais. Et en comparaison, si on illustre avec la télé-réalité française, au niveau du respect de l'autre, bien souvent on n'y est pas. On entend beaucoup des phrases du type « j'ai noté je te blesse mais rien n'est impossible tant que je t'aime, je ferai tout pour te récupérer ». Les phrases comme ça qui sont terribles en termes de respect de l'autre, de sa peine, de ses envies. En fait, ça consiste à nier ce qu'est l'autre, ce que tu lui as fait, ce qu'elle ressent au profit de ce que toi tu as envie de lui jeter. Encore une fois, au profit de ce que toi tu veux. Mais il n'y a pas que toi, il y a l'autre personne aussi. Et donc vraiment ça pour moi c'est ne pas respecter de façon extrême la personne qu'on a en face. Au niveau de la nourriture, bon souvent les candidats se nourrissent de malbouffe, mais bon ça c'est leur choix et on s'en fiche, c'est vraiment pour faire le parallèle avec Terrace House. On a souvent de merveilleux repas. Souvent en télé-réalité, c'est des repas de pâtes, des croque-monsieur mangés un petit peu tous dans un coin à la va-vite. Et j'ai d'ailleurs aucun problème avec ça. C'est vrai que moi, la première, je mange un peu n'importe où et pas forcément toujours avec ma famille. Pour ce qui est du soin des lieux, je tiens à préciser que c'est la catastrophe. Vous savez que les chambres, les dortoirs là, c'est un bordel sans nom. Tout est sale, en tout cas à minima tout est en bazar. Et même on a vu parfois du mobilier complètement cassé. Donc il y a moins cette notion de respect fondamental en France, c'est certain. Et c'est malheureux mais force est de constater qu'en télé-réalité française, il y a certains candidats qui sont prêts à se mettre complètement dans de fausses histoires, à se réinventer une vie simplement pour une émission, pour des vues, pour de l'ego, pour de l'argent ou autre. Et Terrace House, elle, ne présente pas ces débordements majeurs, justement parce que rien ne les pousse à ce qu'il y en ait au-delà de leur culture, puisque ce n'est pas ce qui est valorisé au Japon. Pour eux, ça n'a aucun intérêt de le faire, et même c'est plutôt contre-productif, puisque on sent que la dignité qu'ils ont, le respect qu'ils ont, ce sont des valeurs profondément ancrées et importantes, et ça irait complètement à l'encontre de ça, que de faire des scandales, et en plus s'ils sont faux. Donc on ne verra jamais dans cette saison-là, en tout cas de Terrace House, mais je pense même dans toutes les saisons, quelqu'un hurler, pleurer sur quelqu'un pour l'utiliser ensuite à des fins professionnelles. D'ailleurs, je pense que pour eux, il n'y en aura pas s'ils ont de tels agissements. Donc ça, c'est des différences vraiment marquées dans les deux types de télé-réalité. Et en ce qui concerne maintenant le terrain presque vital d'apparence en télé-réalité française, qui est la mise en couple, eh bien j'ai été très étonnée de voir que dans Terrace House, il ne s'est longtemps rien passé sur le plan amoureux. Les 6 candidats au début de l'émission avaient vraiment des relations platoniques, ils renforçaient des liens d'amitié. Tout le monde prend son temps en fait dans Terrace House tout au long de l'émission. Et véritablement ça m'a fait plaisir de voir des amitiés filles-garçons sans forcément toujours assimiler ça à tu veux le pécho, embrasse-le, qu'est-ce que tu penses de lui, regarde-le dans les yeux 10 secondes, tous ces trucs-là qui sont très mécanisés en fait dans la télé française. Et vous le verrez si vous regardez, même lorsqu'il y a des rapprochements entre des participants, on sent toujours une résistance de l'un vis-à-vis de l'autre, puisqu'il y a ce fait de réfléchir longuement avant de s'engager, même lorsque c'est dans le fait d'embrasser la personne pour la première fois. Les participants ont une importante pudeur et d'autant plus face aux caméras, tandis qu'en France, eh bien, c'est tout l'inverse. Les candidats, bien souvent, adorent se mettre en scène, être comme ça les stars du programme et briller par leur couple. C'est absolument pas des reproches que je fais là. Moi, la première, j'adule des couples de télé-réalité, je les suis, je les apprécie pour ce qu'ils mettent en scène, parce que finalement ce qu'ils sont véritablement dans leur couple, je ne pourrai jamais le savoir puisque je ne suis pas avec eux, et puisque c'est quelque chose que je consomme, évidemment je suis reconnaissante de ça et je suis heureuse que ces personnes le fassent. Sachez aussi qu'il y a eu pendant l'émission un énorme gap, en tout cas une frontière qui s'est tracée entre 2 personnes, notamment à cause de leur façon de penser qui sont largement différentes, et on a ressenti, je trouve, à ce moment-là vraiment la frontière japonaise et plutôt occidentale, et ça les a même menés jusqu'au conflit. Je pense que c'est même le conflit le plus important de toute l'émission. Il y a en fait un participant qui est nettement plus dans la tradition, le respect fondamental, l'idée que la femme doit être carrée dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pense,
et une femme en fait qui était beaucoup plus libertine, même si j'aime pas trop ce mot, dans le sens où elle vivait des expériences, on va dire, de séduction charnelle avec différents hommes en même temps. Elle s'amusait un peu de la situation, elle passait du bon temps. C'est des choses qu'on voit très fréquemment en Occident, qui se vivent de plus en plus, et je trouve ça très bien. Il y a vraiment une libération du fait que hommes et femmes on ait le droit de s'amuser, comme on dit. Et donc sur le plan psychologique, sociologique, Terrace House c'est super intéressant. Ces candidats, on les voit véritablement dans leur vie quotidienne, hein. On les voit en dehors de la villa très souvent. Souvent ils vont à la mer entre eux, au restaurant en petits groupes. Et donc au-delà de leur maison, de leur groupe social, eh bien on vit une sorte de voyage avec eux au travers de moments simples et très bien filmés. Je soulignerai également la qualité musicale de la bande son de Terrace House. Je crois que c'est bien le seul générique que j'adore. Dès qu'il émergeait, je le laissais jusqu'au bout, je dansais sur la musique. Enfin, j'allais parfois faire quelque chose parce qu'il est un petit peu long, mais je le laissais en fond. Voilà, c'est vraiment une musique que j'adore. Et quand j'ai découvert que c'était Taylor Swift qui était derrière le générique, j'ai compris. Parce que j'adore Taylor Swift, donc ça ne m'étonne pas tant. Et ces différents participants, on va pouvoir apprendre d'épisode en épisode à les connaître grâce aux diverses immersions des caméras, parfois dans leur cadre vraiment intime, que ce soit sur leur lieu de travail ou bien dans les moments qu'ils passent avec leurs amis en dehors de la villa de Terrace House ou leur famille parfois. Donc il y a vraiment un côté immersif dans cette émission. Ce qu'il y a aussi d'assez intéressant, c'est que souvent chacun mène un projet individuel et on va les voir donc progresser dans leur quête tout au long de l'émission. Et tout ça sans vous parler évidemment du bagage culturel qui nous est exposé au travers notamment des repas, de la nourriture. En fait on les voit beaucoup cuisiner ensemble, on les voit se régaler des plats des autres, se remercier, apprécier le repas. Et on a des plans sur leur nourriture qui sont extraordinaires, hyper appétissants. Autre point pour moi clé dans le succès important de l'émission, c'est les profils qui vont être recrutés. Ce sont de jeunes individus de 19 à 30 ans je crois, qui sont chacun marqués par leurs origines uniques ou leur personnalité, mais surtout leur talent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cet effet table tournante. Dès que des participants décident de quitter l'émission, on a un petit suspense avec à chaque fois la nouvelle personne qui va l'intégrer. Donc en tant que téléspectateur, on se demande qui va rentrer, comment va être cette nouvelle personne, et ils nous l'introduisent toujours de façon très mystérieuse. Donc on a vraiment hâte de savoir quelle place elle va prendre au sein du groupe, si c'est une personne qu'on va apprécier, plus ou moins, pourquoi. Et surtout moi, ça m'a permis de ne pas rester trop longtemps affectée par le départ d'un participant que j'aime beaucoup. Maintenant que je vous ai donné un florilège, je ne sais combien de points positifs, de qualité, et que je vous ai mis un petit peu en perspective le côté télé-réalité française et japonaise, je vais vous donner quand même quelques aspects que j'ai pas forcément appréciés à la vue de Terrace House. La première chose, ce sont les commentateurs. Alors si vous ne connaissez pas, il y a 6 personnalités publiques apparemment connues au Japon qui constituent en fait les téléspectateurs au sein de l'émission. Ils sont en fait dans un studio où ils regardent les épisodes comme nous, avec des petits écouteurs là, des oreillettes, et régulièrement pendant les épisodes, on va être ponctué par une coupure et on les voit dans le studio en train de réagir à ce qui vient de se passer. Je sais que beaucoup de personnes apprécient leur rôle, en fait ils constituent une sorte de miroir, de retour de public. Donc si on regarde Terrace House tout seul, ça peut constituer un point de comparaison, on peut se dire « Ah oui, lui il pense comme moi, ah non mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il pense ». Donc ça permet de confronter ce qu'on a vu à d'autres opinions, ça c'est plutôt intéressant. Mais personnellement, pour être vraiment honnête avec vous, j'ai souvent trouvé ces interventions venant casser mon délire. C'est-à-dire que pour moi ça sort complètement du mood de Terrace House qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus good vibe. Eux ils sont beaucoup plus expansifs, parfois ils sont moqueurs. En tout cas, c'est des moments que je zappais complètement. J'avais envie de voir la suite de Terrace House et pas forcément d'entendre les ricanements ou les cris des commentateurs derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais préféré ne pas voir, mais ça reste mon avis. Je vous dirais aussi que j'ai eu des difficultés à poursuivre mon visionnage à partir d'un moment donné où tous les participants que je préférais, c'est-à-dire ceux qui étaient sur la ligne de départ, ont fini par partir. Je pense particulièrement à Evian et Yoya, Yosuke, Lorraine, Noémie. Tout ça c'était vraiment les candidats que j'ai préférés, hormis Eric. Malheureusement Eric et moi on n'est pas amis du tout. Et par la suite j'ai quand même bien aimé Guy, Rio et d'autres participants quand même. Mais voilà, j'ai eu moins d'attachement avec les candidats dans la suite de l'émission qu'avec ceux du début. Et c'est quand même compliqué quand les participants qu'on apprécie beaucoup quittent l'émission
parce que ça change complètement la dynamique de visionnage pour nous, ça change la dynamique de groupe pour eux également. Et enfin, pour mon dernier aspect négatif, on va dire, je vous parle d'une de mes hypothèses. J'ai l'impression que la production force un petit peu les participants à vivre des moments à deux, donc à prendre deux participants et à se dire bah, viens on va boire un café, viens on va manger ensemble. C'est quelque chose qui se fait tellement souvent et presque de façon un petit peu mécanisée que j'ai l'impression qu'il y a un côté peut-être un peu poussé par la production. Et ça se comprend parce que le but c'est qu'ils puissent développer des liens vraiment entre eux, pouvoir créer des amitiés et donc donner quelque chose de solidaire, une cohésion de groupe à voir à l'écran. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage, surtout quand on sent qu'il y a des participants qui n'ont pas forcément envie mais qui s'y sentent poussés. Je pense notamment pour ceux qui ont vu Terrace House à un événement qui s'est produit en lien avec ça dans la partie 4, donc vraiment sur la fin, et qui a créé quand même pas mal de tensions malheureusement. Et donc j'ai maintenant terminé de vous proposer toute mon analyse, mes points de réflexion, en tout cas ce que je voulais vous partager. Je passe donc à ma conclusion. Ce que j'aimerais vous dire en conclusion, et vraiment c'est très important pour moi que ce soit entendu, j'ai beaucoup mis en lumière les aspects négatifs de la télé-réalité française. Cependant, si je la consomme, que je l'apprécie, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et très appréciables. Il y a beaucoup de personnes qui me dépassent, il y a beaucoup de personnes qui sont critiquables, à qui on peut reprocher des choses, je pense, mais pas toutes. Il y a aussi de très bonnes personnes. Je pense particulièrement à Mélanie Dedigama, Jessica Herrero, Yesta, enfin voilà, c'est des influenceuses que j'aime beaucoup, qui ont de belles valeurs, qui projettent sur les réseaux sociaux de beaux messages, qui je pense contribuent à faire évoluer les choses dans le bon sens. Et donc pour ça, je suis très heureuse de les retrouver dans des programmes de divertissement. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est vrai que je pointais beaucoup du doigt ce qui va le moins en télé-réalité française, parce qu'en comparaison, dans Terrace House, eh bien, ça allait beaucoup mieux, entre guillemets. Et c'est vrai que je regarde de la télé-réalité depuis que je suis au collège, donc ça doit bien faire presque 10 ans. Donc je vois vraiment ce format évoluer, étant sur une pente un petit peu descendante ces dernières années, notamment dû aux propos des émissions un peu redondants et surexploités, mais aussi aux différentes polémiques qu'il y a eu vis-à-vis des déboires des placements de produits, des polémiques plus trash les unes que les autres. Et puis, je dois souligner quand même que depuis quelques temps, et notamment grâce à l'émission Les 50, mais pas que, je vois que les productions arrivent à se saisir des demandes du public, ce qu'on voit le plus émerger en fait, et viennent réagir en conséquence. Et je trouve que c'est une très bonne chose et c'est comme ça que ça peut donner un nouveau souffle à ce genre télévisuel. Pour revenir un petit peu plus sur Terrace House, je vous dirais que c'est une télé-réalité que je vous conseille de regarder, notamment si vous êtes intéressé par le Japon, que ce soit par la langue, la culture, les rapports sociaux, le pays peut-être pas parce que du coup ici dans cette saison on est à Hawaï, mais il y a aussi une saison antérieure je crois qui s'est déroulée à Tokyo, que je vais regarder du coup je pense juste ensuite, et donc vous pouvez regarder celle-là si ça vous intéresse davantage. De la même manière que moi, je vous conseille vraiment de regarder Terrace House si vous êtes un adepte du format télé-réalité, que ce soit française, américaine, espagnole ou autre. Et pour finir cette vidéo, je vous dirais que j'ai parfaitement conscience au travers de ce contenu de vous avoir beaucoup partagé et de m'être beaucoup étendue sur la télé-réalité en général et peut-être un peu moins sur l'émission Terrace House à Hawaï avec les différents participants, ce qui s'y est passé, etc. Mais c'était une volonté de ma part de faire plutôt un focus sur la télé-réalité et c'est une vidéo qui de toute évidence sera déjà suffisamment longue pour que je vous partage en plus de ça ce que j'ai pensé de telle histoire, de telle personne. Je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant et pertinent d'aborder ces thématiques-là, et si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours faire une autre vidéo à part où je parlerai davantage dans le détail pour les personnes qui ont vu l'émission, de ce que j'ai pensé des divers rebondissements ou des diverses personnalités. Et c'est ainsi que je vais conclure sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à ce stade, vous mettre d'un grand soutien. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, bye bye tout le monde.